Bienvenue dans la deuxième vidéo du chapitre PWM des vidéos Crystal Clear Electronics. Dans la première vidéo, nous avons monté un circuit qui peut ajuster la luminosité d'une LED en utilisant la modulation de largeur d'impulsion. Nous avons également appris ce qu'est un cycle de service. Je voudrais également vous souhaiter la bienvenue à tous. Approfondissons un peu notre compréhension de la façon dont notre connexion fonctionne. Pour une compréhension facile de la PWM, commençons par un exemple simple. Connectons ce qu'on appelle un tag RC à la sortie qui est simplement une résistance et un condensateur en série. C'est aussi ce qu'on appelle un filtre RC. Construisons avec une résistance de 330 ohms et un condensateur de 10 microfarads. Voici les composants marqués R1 et C3 sur le schéma. Ici dans le studio, Allez-y. S'il vous plaît. nous l'avons fait en gardant la LED clignotante pour que nous puissions voir ce qui se passait en même temps. En parallèle, nous pouvons également mesurer la tension du condensateur à l'aide de l'oscilloscope. Si vous regardez la tension sur le condensateur du filtre RC avec un oscilloscope, vous pouvez voir le condensateur se charger et se décharger, comme nous allons le montrer avec Peter. Peter, peux-tu décrire ce que nous pouvons voir sur l'écran de l'oscilloscope? Oui. La marque bleue montre la tension sur la LED, et la marque rouge montre la tension sur le condensateur. Peut-être vous souvenez-vous des leçons de physique que la tension d'un condensateur est une fonction exponentielle du temps. C'est parce que plus la charge dans le condensateur est petite, plus il se charge rapidement. C'est la phase initiale de montée rapide. Et quand le condensateur est presque complètement chargé, il ne peut ajouter de charge que plus lentement. Donc la courbe s'aplatit. Avant d'aller plus loin, je vous suggère de jouer un peu plus avec ce circuit, non seulement pour voir visuellement ce qui se passe, mais aussi pour l'entendre. Nous allons connecter ce buzzer que nous avons trouvé dans la liste des composants à notre circuit et entendre ce qui se passe. Nous entendons maintenant un bip de 11 Hz et nous voyons que notre rapport cyclique est d'environ 65%. Ce que je vais faire, c'est changer le rapport cyclique, et vous entendrez que le rythme reste le même. Donc, la fréquence ne change pas. Mais la durée des bips sera réduite. En parallèle, nous pouvons également voir que le condensateur a de moins en moins de temps pour se charger. Maintenant, à ce rapport cyclique de 10%, il ne peut plus se charger. Jusqu'à sa tension maximale. Ai-je raison? Oui? Et nous entendons aussi que les bips sont devenus assez courts. Maintenant, je vais aller dans l'autre sens avec le rapport cyclique. Nous verrons que les condensateurs se chargeront bien jusqu'à plein, mais maintenant ils n'auront pas le temps de se décharger. Et sur la courbe bleue ci-dessus, nous pouvons également suivre la tension de la LED. Là, la LED n'a pas de capacité, donc elle peut suivre la tension de sortie du 555. La pression d'exhalation du 555 EC? Vous pouvez aussi entendre le bip commencer à devenir presque continu, tandis que la fréquence reste autour de 11 Hz. Je pense que nous pouvons éliminer cet effet sonore. Cette explication était-elle claire? Oui, absolument. D'accord. Je vous conseille de passer au sujet suivant. Parlons un peu du timing. Si le condensateur C1 est remplacé par un condensateur de 100 NF, c'est-à-dire 100 fois plus petit que l'autre, alors la fréquence du signal de sortie doit passer de 11 Hz à 1,1 kHz. Voyons cette différence sur l'écran de l'oscilloscope. Je vais maintenant remplacer ce condensateur par un condensateur 100 fois plus petit. Et que devrions-nous voir sur l'oscilloscope? La fréquence a augmenté de 100 fois. Oui, la valeur de la fréquence est d'environ 1,1 kHz. Et que pouvons-nous voir sur la tension du condensateur? Eh bien, nous ne voyons vraiment rien avec ce genre d'unité de temps.
Mais la différence de tension entre la tension maximale et la tension minimale est assez réduite. Maximale. Et des différences de pression minimale? C'est parce qu'il n'a pas le temps de vraiment se décharger ou de se charger, mais il fluctue autour d'une valeur moyenne de tension. Ce n'est pas une question de valeur personnelle. Nous le savons. Maintenant, mettons un condensateur plus petit là. Et avec ça, nous verrons que le signal rouge dans le condensateur de l'étiquette RC est encore plus lisse. Nous avons 2200 Hz, donc il n'y a pas de temps pour qu'il se recharge et se décharge. Nous avons un courant très agréable et fluide. Ce que nous pouvons démontrer maintenant, c'est qu'en faisant varier le rapport cyclique, nous allons en fait varier cette tension moyenne. Nous allons changer la densité moyenne. Donc, je vais tourner le bouton du potentiomètre dans une direction. Donc maintenant, je vais augmenter le rapport cyclique, qui est devenu 80% ou 100%. Ainsi, j'augmente la tension. Et si je diminue le cycle UT, la tension du condensateur sur l'étiquette RC va également diminuer. Enfin, il est temps de sortir le multimètre et d'en faire l'expérience. Je vais le sortir maintenant. Je l'allume en mode de mesure de tension. En faisant attention aux limites de mesure, je règle ça sur 20 volts. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite, je mesure la tension du condensateur. En attendant, veuillez ajuster le potentiomètre pour voir comment la tension change. Et je peux voir qu'en changeant le potentiomètre, l'amplitude de la tension change ici sur mon instrument. Oui, mais en réalité, nous avons un signal relativement plat sur le condensateur. Voyons ce qui se passe lorsque nous mesurons la tension sur la LED et la résistance connectée en série avec un multimètre. Ici, nous savons que la LED et la résistance ne sont pas des condensateurs, donc la tension saute vraiment entre 0 et près de 12. Je vais le placer là. Alors, Voyons comment un multimètre se comporte dans un tel cas lorsqu'il mesure en fait une tension pulsée. nous mesurons la tension pulsée avec ça. Il est visible que Vous pouvez voir qu'en changeant le cycle de service, la tension mesurée change. Donc, si je le monte à 100%, nous pouvons voir sur l'écran de l'oscilloscope que nous mesurons une tension de presque 12 volts. Si je réduis le cycle de service, avec le potentiomètre à 50%, nous devrions mesurer environ 6 volts. eh bien, tu devrais en manger 6 boulons, c'est tout. Il mesure maintenant 4,2 parce que j'ai un peu trop baissé. Et maintenant, je suis à 50% et nous mesurons autour de 5 V, n'est-ce pas? Et si je tourne le potentiomètre complètement vers le bas, cela sera expliqué plus tard pourquoi le cycle de service ne peut pas être réduit à 0. Je ne peux le réduire qu'à 20%. Et ensuite, la tension de sortie, selon le multimètre, est une valeur moyenne, qui est 1 V. Très bien. Merci beaucoup. Pour résumer ce qui vient de se passer avec le multimètre, disons par exemple que si notre cycle de service est à 20%, donc 20% du temps, nous avons une tension d'alimentation à la sortie du circuit intégré 555, alors nous pouvons mesurer 20% de la tension d'alimentation sur le condensateur du circuit RC, ou même sur l'ensemble du circuit RC, et sur la sortie LED. À une tension d'alimentation de 12 V, ce qui signifie que nous devrions obtenir 12 fois 0,2, donc théoriquement 2,4 Va. Vous devez savoir que le multimètre fait une moyenne de. Sinon, vous ne pourriez pas lire les valeurs numériques qui changent rapidement sur l'affichage. Nous devrions résumer ce que nous avons appris, en expérimentant avec le circuit RC. Cet exemple simple illustre que nous pouvons contrôler des systèmes analogiques avec un signal numérique à haute fréquence. Ici, le signal que nous voulons contrôler est la tension UC3 sur le condensateur. Et la raison pour laquelle je parle de contrôle par signal numérique, c'est parce que, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, la sortie du circuit intégré 555 est un niveau logique 0 et un niveau logique 1. Nous avons obtenu un signal variable entre les deux
Continuons à expérimenter en réfléchissant toujours à tout pour éviter les problèmes. Les discussions précédentes ont porté sur les LED, et nous allons revenir sur ce sujet sous peu. La résistance de ballast de la LED sert de résistance dans cette application. Son but est d'établir le courant maximum de la LED, qui devrait être de 10 émitters pour l'instant. Pour y parvenir, la résistance, R1, doit être remplacée par une résistance de 1 ohm. C'est une connexion familière, et expliquons comment les 1 ohm ont été calculés. À partir de la tension d'alimentation de 12 V, soustrayez la tension d'ouverture de la LED, d'environ 2,2 watts, et divisez cela par 1 ohm. Ensuite, vous obtenez 9,8 mA, ce qui est essentiellement 10 mA, ce qui est parfait pour nous. La LED est à sa place correcte, et nous devrions également mentionner que la LED clignote en fait. Ce circuit utilise l'incapacité de l'œil humain à percevoir les changements rapides. La LED s'allume et s'éteint rapidement, mais nos yeux verront une source de lumière constante. Mais sur l'affichage de l'oscilloscope, nous pouvons voir que c'est vrai. Par conséquent, nous pouvons contrôler la luminosité d'une LED avec le rapport cyclique du signal. Si vous êtes curieux au sujet du clignotement, remplacez le condensateur C1 par une valeur plus élevée. Nous l'avons déjà vu auparavant, mais nous allons vous le montrer une fois de plus. Si je place un condensateur de valeur plus élevée au même endroit, alors nous pouvons voir le clignotement de la LED. Avec nos yeux, ce que nous pouvons alimenter avec cette méthode PWM, c'est beaucoup plus spectaculaire de contrôler un moteur à courant continu sans circuit. Les ventilateurs utilisés dans les ordinateurs sont alimentés par des moteurs CC de 12 V, qui sont appropriés pour nous. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel autre moteur à courant continu. Il suffit de vous assurer que la tension maximale autorisée du moteur est supérieure à la tension d'alimentation. Nous pourrions nécessiter plus de modifications selon la consommation de votre moteur. Le courant de sortie maximum du circuit intégré 555 est de 200 millions. Donc les ventilateurs avec une consommation de courant inférieure peuvent être connectés directement à la sortie du circuit intégré. Ils ne seraient pas capables d'alimenter un moteur ou un ventilateur ayant une consommation de courant plus élevée car surchargerait le circuit intégré et il se casserait. Donc, nous devons connecter notre moteur via un FET. Cette connexion est montrée dans la figure. Donc maintenant, je vais connecter le moteur à l'endroit approprié, la sortie fournie par le MOSFET. Je commence à augmenter le cycle de service PWM. Vous pouvez voir que quand je le baisse, le moteur s'arrête pratiquement. Et si j'augmente le cycle de service, je peux augmenter la vitesse du moteur, bien. On peut l'entendre bourdonner. Et c'est là que le FET entre en jeu. L'idée est que le courant relativement élevé du moteur ne passera pas par le circuit intégré 555, mais par le FET lui-même. Je suppose que nous avons un fait intéressant de plus avant de terminer cette vidéo. Oui. Comprendre la fonction de la diode D3 est important lorsqu'on travaille avec des composants ayant de l'inductance, comme les bobines, les moteurs électriques et les relais. Il est recommandé de placer une diode de protection à côté de ces composants pour prévenir les pics de tension lors de la commutation ou de l'interruption du flux de courant. Actuellement, le FET Q1 est utilisé pour interrompre le courant ou, s'il est connecté directement à la sortie du circuit intégré 555, le circuit de commande interne du circuit intégré est utilisé. En interrompant le courant, nous essayons d'éliminer soudainement l'énergie magnétique de la bobine dans le moteur, ce qui n'est pas possible en raison des lois de la physique. Vous faites référence au 13e chapitre sur DC, des moteurs, n'est-ce pas? Nous avons entendu parler de l'auto-induction là-bas. Donc maintenant, la tension d'auto-induction se produit au contact du moteur lors d'une commutation soudaine. Exactement. Et cette tension d'auto-induction peut atteindre des kilovolts, donc cela détruirait le champ. D'autre part, si la diode D3 est intégrée dans le circuit, elle n'autorisera pas la tension, à la sortie de drain du MOSFET, à dépasser la tension d'alimentation.
puisque le cathode de la diode est connecté à la tension d'alimentation. C'est parce que la diode s'ouvrira dès que son anode sera à un potentiel plus élevé que sa cathode. Donc le courant dans la bobine continuera à y circuler jusqu'à ce que l'énergie magnétique de la bobine soit consommée. C'était très intéressant. Maintenant, nous devons dire au revoir. Nous vous encourageons tous à nous rejoindre pour la 3e vidéo, où nous allons approfondir un peu plus les calculs de temporisation. Merci Peter pour ces mots encourageants. À la prochaine vidéo. C'était la 2e vidéo sur le sujet de la PWM dans le programme Crystal Clear Electronics. À bientôt.